merci à ceux qui nous ont rejoints pour assister à cette visioconférence consacrée à un thème qu'on peut imaginer d'actualité, puisqu'il s'agit de la copropriété après le Covid. Plus exactement, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette crise sanitaire, quelles ont été les particularités qu'on a pu découvrir liées à une gestion qui pouvait être parfois assez difficile d'une copropriété. On sait tous qu'il y a eu des décisions particulières prises par les pouvoirs publics pour essayer d'aménager la possibilité pour un syndic de copropriété de gérer l'immeuble, des mesures qui ont, on le sait aussi, permis la continuation de la gestion des copropriétés à travers des mandats qui étaient renouvelés, que ce soit pour le syndic ou pour le conseil syndical. Ce sont sur ces aspects particuliers que l'on voudrait faire discuter un certain nombre de parties prenantes à la gestion des copropriétés. Et pour cela, nous avons réuni un panel de personnes qui vont être en mesure de nous éclairer sur ces aspects-là. Et ce débat va être mené en partie par Pierre-Édouard Lagrollet, qu'on remercie d'être présent, pour faire en sorte de laisser la parole aux gestionnaires, aux associations, aux juristes, d'évoquer cette question de l'après-Covid en copropriété. Je lui laisse tout de suite la parole. Désolé pour ceux qui nous écoutent à distance, cette fois le micro a l'air de fonctionner. Donc nous sommes là pour parler de la crise sanitaire et de savoir si elle affectera de manière durable la pratique du droit de la copropriété. Il y a effectivement un panel de représentants, de consommateurs, de professionnels, de juristes et d'avocats. Et je vais vous les présenter, je leur donnerai rapidement la parole après, puisque je suis là surtout pour les interroger, les pousser à débattre et à débattre dans le respect des uns des autres, mais ça on n'en doute pas. Et je suis sûr qu'on va faire un très beau débat. Et donc je vous présente d'abord Madame et Maître Catherine Franceschi, qui est avocat au barreau de Paris, qu'on remercie. Monsieur Gilles Frémont, qui est directeur de copropriété, qui est président de l'association l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, que nous remercions également. Bernard Larcier, l'ancien, excusez-moi, qui est vice-président de l'association l'Arc-Unarc à Nantes. C'est bien ça, Nantes Atlantique. L'ARC-NA, Nantes Atlantique, qui est adhérente à l'Union nationale des arcs. Très bien. Et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Monsieur Jérôme Lassalle, qui est syndic de copropriété dans le sud-ouest, à Osgore, et monsieur David Rodriguez, qui est juriste à la CLCV, et que nous remercions également d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec vous directement, puisqu'on va parler des mesures de crise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ces mesures qui ont été adoptées par le gouvernement pour lutter contre les effets de la crise sanitaire, pour poser un petit peu le débat et nous permettre de discuter par la suite? Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, très brièvement, oui, circonstances exceptionnelles, donc mesures exceptionnelles. Donc, les pouvoirs publics ont légiféré largement par voie d'ordonnance en matière de copropriété, même s'il a pris un certain temps et qu'il a fallu refaire plusieurs ordonnances pour parfois corriger certaines scories. On est arrivé à un renouvellement, donc ça c'est le terme de l'ordonnance, effectivement, des contrats de syndic. Renouvellement, le terme n'est pas très heureux. Donc, tous les contrats qui devaient expirer pendant certaines dates, notamment concernant le confinement et la période de crise, période d'urgence sanitaire, étaient renouvelées d'office, prolongées d'office jusqu'au 31 janvier. De même, il en allait de même pour les mandats des conseillers syndicaux, ceci afin de permettre qu'il y ait un travail en commun qui se fasse en conseil syndical et le syndic, donc c'était une très bonne idée. Il y a eu en plus, après, la possibilité pour le syndic d'imposer l'organisation, et ce jusqu'au 30 septembre, d'imposer l'organisation d'une assemblée générale exclusivement de façon dématérialisée, c'est-à-dire par voie électronique. Et si cette dématérialisation n'était pas possible, dans ce cas-là, le syndic pouvait procéder par une assemblée générale qui se tenait intégralement en vote par correspondance, ce qui a été fait dans la très grande majorité des cas. Et enfin, une petite mesure qui était aussi intéressante pour favoriser la prise de décision, c'était le fait que l'on portait la limite de mandat non plus à 10% des voix du syndicat, mais à 15% en cas de représentation de délivrance à un mandataire.
Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Alors effectivement, les modalités de la tenue de l'Assemblée générale ont été rappelées. Visioconférence possible à décision du syndic et vote par correspondance, les deux en même temps. Et en cas d'impossibilité, c'est important de le souligner, vote par correspondance exclusivement. On y reviendra peut-être parce qu'il y avait des questions sur cette pratique et sur celle à venir parce que le vote par correspondance demeure. Alors je voudrais laisser la parole peut-être aux représentants des syndics qui sont là pour nous dire comment ils ont vécu cette crise sanitaire, quels ont été leurs rapports avec les copropriétaires. On verra plus tard ce qu'il en reste, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais j'aimerais qu'on fasse ce petit bilan, puisqu'on sort maintenant de la crise, et que vous nous disiez comment vous l'avez vécu, bien, mal, difficilement, peut-être de manière très heureuse, en dehors des assemblées générales et sans copropriétaires, ou est-ce que vous les avez beaucoup regrettés ? Sur le plan professionnel, je parle du ressenti, je dirais plusieurs choses. Premièrement, lorsque le confinement est arrivé, on a tous été bien sûr surpris et je dois dire la très grande réactivité des gestionnaires dès le premier jour. Les 2 premiers jours du confinement, c'était 17 mars, 17 et 18 mars, un mardi et un mercredi. Tout de suite, il a fallu, notre réflexe, c'est tout de suite porté sur les gardiens et les gardiennes d'immeubles. Également les fournisseurs. On a fait tout de suite l'inventaire des fournisseurs qui étaient encore sur le pont à l'extérieur, et notamment les fournisseurs d'urgence, les plombiers, les électriciens. Tout de suite, on a checké qui bosse encore. Voilà. Et immédiatement, on a fait des lettres circulaires à nos gardiennes d'immeubles qui, nous, évidemment, on était assaillis de questions. Donc, premièrement, très grande réactivité de la part des syndics, des gestionnaires. Ensuite, clairement, pendant le premier confinement, parce que c'est surtout celui-là dont on parle, les mails ont fondu. On est passé du jour au lendemain de 60 mails à peu près quotidiens à 3 mails, 4 mails. Beaucoup de copropriétaires avaient l'impression que, parce qu'on n'était plus au bureau, on ne travaillait plus. D'ailleurs, certains l'ont dit, à tort. C'est faux. Ils voulaient même des réductions d'honoraires. C'est faux. On a continué de travailler. Certes, il y avait moins de travail, mais on a continué de travailler. Et les mails sont revenus à peu près 1 semaine avant le déconfinement, c'est-à-dire début mai. Voilà, là, c'est revenu. Ensuite, troisième chose, pour terminer mon propos, on a constaté, parce qu'on s'est tous retrouvés bombardés en télétravail forcé, et que finalement, on n'avait pas eu trop de difficultés dans notre quotidien, puisque au final, malgré qu'on dise que les syndics ne sont pas digitalisés, en fait, si, on l'était inconsciemment. On s'en était pas rendu compte, mais finalement, on a pu travailler assez facilement parce que ça fait presque 10 ans qu'on a commencé ce qu'on appelle la GED, la gestion électronique des documents, scanner les documents, des logiciels finalement performants, même si on leur reproche une ergonomie un petit peu rustique. Au final, on a pu travailler très facilement parce qu'on s'est aperçu que on était déjà très digitalisé. Et ça a été une auto-découverte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est un tableau encourageant pour les syndics. Est-ce que les consommateurs ont la même opinion ? Est-ce que les copropriétaires ont vécu la période Covid de la même façon que les syndics, en tout cas de point de vue de Gilles Frémont ? Les différences étaient quand même assez importantes parfois entre syndics. Ce qu'a dit mon collègue à côté est tout à fait vrai pour un nombre non négligeable de syndics. Et fort heureusement, la continuité de la gestion de la copropriété s'est faite sans heurts et sans problème. Il n'en demeure pas moins. Alors, moi, je ne suis pas de Paris, je suis de la région ouest. Il en demeure quand même qu'un certain nombre de syndics n'ont pas répondu présent, ou n'ont pas répondu présent rapidement, ou ont utilisé cette période difficile à vivre pour tout le monde, en chantant les réponses en disant oui, on est en mode dégradé, donc acceptez qu'on ne vous réponde pas, ou quand on leur demandait, et ça c'est arrivé très souvent, quand on demandait des documents, on dit oui, mais attendez, là on ne peut pas vous les donner, même si ça fait 2 mois qu'on vous les réclamait, on vous les réclamera après. Ça a été simple pour personne. Ça n'a sûrement pas été simple pour les syndics, ça n'a pas été simple pour les collaborateurs de syndics, ça n'a pas été simple pour les conseils syndicaux, ça n'a pas été simple pour les syndicats de copropriétaires.
Le point qui a été le plus désagréable à vivre, à mon avis, c'est qu'on a vidé la substance de l'Assemblée générale, qui est un lieu de débat, car la grande majorité, comme des syndics, ont fait des votes par correspondance. Et à ce moment-là, on a perdu l'essence même de l'Assemblée générale, qui est bien de débattre sur un certain nombre de résolutions. On a vu également, et ça c'était bien également, la quasi-totalité des syndics en concertation avec les syndicats de propriétaires via leurs conseils syndicaux ont écarté des résolutions justement qui méritaient des débats, des résolutions de travaux, etc. Ils les ont reportées parce que c'est vrai que voter des travaux par vote par correspondance, ça me semblait difficile. Donc je ne suis pas idyllique, mais majoritairement ça s'est plutôt bien passé, et comme partout, il y a des fois d'ailleurs des trous dans la raquette. Comme dans toute profession, mais ce qui est intéressant et ce que je retiens, c'est qu'il y a eu des difficultés sur l'Assemblée générale, compte tenu de nouvelles mesures, et que ça a finalement été la plus grande incidence de la crise Covid sur ce droit de la copropriété. Je crois qu'ici, tout le monde est attaché à l'Assemblée générale comme un lieu de débat, qui est fixé dans la loi de 65 comme étant un lieu de débat, on pourra y revenir tout à l'heure, et sur lequel il y a eu de véritables atteintes, mais du fait de la réglementation de crise sanitaire. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Comment vous avez vécu cette crise? Après, on passera sur des questions plus juridiques, parce que c'est ce qui nous anime, mais c'était important de faire ce point, je pense, pour commencer. Oui, justement, Pierre-Édouard, dans la façon d'aborder cette crise, il y a eu évidemment le réflexe d'assurer la continuité de la vie de l'immeuble d'un point de vue technique, dont a parlé Gilles, mais très vite, il est apparu aussi que la vie de l'immeuble n'est pas que technique, elle est aussi juridique. Alors bien que le technique soit très important, surtout quand les gens sont confinés dans leur immeuble, donc tous les problèmes prenaient une proportion beaucoup plus importante que d'habitude. Mais il a fallu également organiser la vie juridique de l'immeuble, parce qu'elle ne pouvait pas cesser totalement. Et c'est là où on a eu, pour une fois, un outil qui venait d'apparaître, qu'on ne s'était pas encore approprié, qui sont toutes les dispositions de décision par correspondance inaugurées par l'ordonnance Elan, enfin la loi Elan et l'ordonnance Elan. Et ben on a eu cet outil-là à disposition par un heureux hasard, si j'ose m'exprimer ainsi. La seule difficulté, c'est qu'on a dû l'utiliser un petit peu, non pas dans l'urgence, mais sans avoir le temps de se former, d'analyser, de le pratiquer. Et il a fallu un petit peu qu'on s'adapte, qu'on crée des outils. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises durant la crise pour modifier les dispositions, nous aider, mais il a fallu qu'on crée des outils, qu'on trouve des solutions, parce que, comme l'a évoqué monsieur, il y avait des décisions d'Assemblée générale qui semblaient être difficilement prenables sans présence des copropriétaires et sans débat, mais malgré tout, lorsqu'on tombait sur des décisions qu'il fallait être prises par les copropriétaires sans pouvoir attendre un débat physique, il avait fallu qu'on cherche à la fois dans l'arsenal d'Elan, mais également d'autres solutions non prévues pour pouvoir continuer à faire vivre juridiquement la copropriété. Ce bilan, il est idyllique aussi du côté de la CLCV? Idyllique non, mais je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, à savoir sur certaines copropriétés, ça s'est bien passé. Il y a eu effectivement la continuité et le suivi des affaires courantes en relation entre le syndic et le conseil syndical. Dans d'autres copropriétés, il y a eu moins de, non pas qu'il y a eu moins de suivi, mais il y a eu moins de relations avec le conseil syndical, moins d'informations. Moins de rapports, et c'est vrai que parfois certains copropriétaires sont sentis un petit peu délaissés sur ce point. Ce qui ne veut pas dire que le syndic ne faisait rien, loin de là, mais du moins il faisait sans que les copropriétaires le sachent. Donc là, sur ce point, c'est assez problématique. Mais il n'empêche qu'on a eu, et ce qui vient d'être dit, on a eu quand même une chance incroyable dans tout ça, c'est que la conjonction des astres, comme quoi parfois ça arrive, on instaure le vote par correspondance, qui était loin d'être une mesure qui était accepté même déjà sur le principe par l'ensemble des acteurs. Je me rappelle de discussions entre différents ministères où c'était extrêmement clivant, mais de toutes parts, tant des représentants des associations de consommateurs, de copropriétaires, que des représentants de professionnels. On disait non, c'est le déni de la démocratie. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance en quelque sorte que le vote par correspondance soit institué, instauré, et que l'on puisse l'utiliser. Alors certes, il ne remplace pas le débat, et ce n'est pas sa vocation. Vote par correspondance, c'est un mode subsidiaire à la base de débat, mais il a permis de prendre les mesures nécessaires, de faire suivre les affaires courantes, donc le vote du budget, désignation, le cas échéant, du syndic ou du conseil syndical, du moins les mesures qui ne pouvaient pas être reportées, on a pu le prendre pour faire vivre la copropriété le temps du monde d'après en quelque sorte. Alors on y vient au monde d'après, mais
Est-ce que, et c'est la dernière question sur cette période d'avant, quel est le point de vue de l'avocat? Est-ce qu'il y a eu une multiplication des contentieux, parce que finalement on entend que ça s'est relativement bien passé. Pourtant on a eu des débats sur cette Assemblée générale, sur le vote par correspondance. Il y a une décision d'un tribunal judiciaire d'Orléans qui a été particulièrement commentée sur la passerelle, le vote à l'article 25 puis à l'article 25.1. Donc on a des questions juridiques qui se sont posées avec de vraies difficultés. Est-ce que le contentieux a explosé ? Alors, je ne dirais pas que le contentieux a explosé. En revanche, effectivement, les gestionnaires, les syndics se sont posés beaucoup de questions pendant la période Covid sur la mise en œuvre de ce formulaire, qui est sorti effectivement au bon moment, qui a projeté tout le monde finalement de plein pied et de façon très rapide dans cette assemblée élan, puisque c'était ce qui était prévu au départ, d'avoir effectivement plusieurs modes de participation, mais qui a finalement amené tout le monde, en raison du confinement, à n'utiliser, en tout cas une bonne partie des copropriétés, à n'utiliser que ce vote par correspondance pendant une certaine période, avec beaucoup de questions à la clé. Alors, y a-t-il eu du contentieux en lien avec ce vote par correspondance ? Oui. Alors, je dirais que, d'une part, le contentieux classique, celui qu'on a toujours vu, qui est lié à des tas de difficultés dans l'immeuble, à des mésententes entre copropriétaires, des conflits entre l'ancienne équipe du conseil syndical, la nouvelle équipe, enfin tout ce que vous connaissez très bien. Ce contentieux s'est poursuivi. Je dirais qu'il n'y a pas eu de changement sur ce point. En revanche, les moyens du contentieux, les moyens juridiques, eux, je dirais, ont été élargis et peut-être facilités parce que, effectivement, il y a eu beaucoup de questions sur la rédaction des résolutions dans le cadre du vote par correspondance, la question de la passerelle que vous avez évoquée, la question de la preuve de la réception du formulaire, enfin toutes ces questions qui ont été compliquées, qui ont amené d'ailleurs le Gréco à formuler des recommandations qui ont été utiles. Mais effectivement, dans le contentieux d'Assemblée générale tel qu'il s'est noué dans cette période, on voit apparaître des moyens liés, beaucoup de moyens liés au vote par correspondance. On nous demande, dans le cadre des procédures, par exemple, de verser au débat, on nous fait sommation de verser au débat l'ensemble des formulaires du vote par correspondance. Or, on sait bien que la prise en compte des votes par correspondance a été souvent assez compliquée. Les gestionnaires le savent, les formulaires mal rédigés, etc. etc. Il y a eu beaucoup de questions, heureusement, qui étaient réglées en amont par la loi sur le copropriétaire qui a envoyé son formulaire, mais qui se présente quand même à l'Assemblée. Tous ces sujets-là étaient réglés. Bon, il y a eu quand même, je dirais, quelques accidents de tenue d'Assemblée générale, et on ne peut pas, je pense, en vouloir aux syndics qui se sont adaptés, je trouve, assez bien, même si je crois que certains gestionnaires ont beaucoup souffert sur la tenue de certaines assemblées, sur ces modes de convocation, et vont encore souffrir, je pense, dans l'avenir. Je ne voudrais pas être pessimiste parce que on comprend bien les difficultés qu'il va y avoir demain, mais là, c'est pas le Covid, c'est la loi Elan, à tenir des assemblées avec 4 modes de participation différents. Voilà, mais je ne vais pas anticiper peut-être sur la suite du débat. Juste une dernière chose, pour rejoindre ce qui a été dit par ces messieurs, simplement, je pense que en dehors du contentieux classique lié à des mésententes ou d'autres sujets dans les copropriétés, l'absence de débat lié au vote, à l'utilisation peut-être importante, mais c'était nécessité faisait loi, l'absence de débat va créer et crée déjà un contentieux qu'on va voir, à mon sens, se multiplier. Ce qu'on a constaté clairement dans les assemblées générales 100% VPC, parce que là on est encore dans la période Covid, on passera après au post-Covid, mais dans les assemblées générales 100% VPC, ce qu'on a constaté effectivement, comme le disait David Rodriguez, c'est que le courant a été voté, les travaux reportés. Voilà. Donc les décisions importantes sont à venir. Et je crains qu'on le retrouve même dans la période post-Covid, ce réflexe. Je dirais à raison, parce que, en tout cas,
mon expérience de ce contentieux-là, c'est que le contentieux sur ces assemblées s'est noué sur les assemblées justement qui n'ont pas eu la prudence de reporter les travaux, les dépenses importantes. Les syndics, parfois poussés par le conseil syndical, parfois par l'urgence, ont quand même tenté parfois de faire voter ces travaux et ces dépenses importantes. Et là, on sent une réaction de ceux qui n'ont pas été suffisamment informés et qui n'acceptent pas la décision telle qu'elle a été prise. Et alors, demain, puisque nous sommes demain, et que les décisions en mode Covid sont terminées, c'était jusqu'au 30 septembre, donc c'est fini. Comment va-t-on prendre des décisions maintenant en Assemblée Générale ? Je crois que pour moi, on est post-Covid, mais on est surtout post-élan. Hein, on va rentrer dans l'application normale d'élan. Et je pense que la période qu'on a vécue a été une sorte de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a poussé à l'extrême l'utilisation des nouvelles dispositions qui, pour moi, sont quand même assez révolutionnaires. Le vote par correspondance, la visio, parce qu'on déplace un petit peu le cœur de la décision en copropriété qui est l'Assemblée générale. On modifie un petit peu son mode de fonctionnement. Et ça a été un bon laboratoire. Ça nous a permis, parce que je voudrais insister sur un point, il y a des décisions qu'on n'a pas pu reporter. Il y a des décisions qu'on n'a pas pu reporter, et sachant que c'est donc des décisions importantes qu'il fallait qu'elle soit prise par l'Assemblée générale, il a fallu trouver des outils. Parce qu'on sait très bien que si c'était uniquement par correspondance sans débat, on ne peut pas prendre des décisions importantes. La visioconférence, pour moi, est un outil qui est limité à un certain nombre de copropriétaires et une taille de copropriété. Au-delà de, alors, je suis un peu provocateur, mais au-delà de 10 copropriétaires, pour moi, ça commence à devenir contre-productif. Est-ce que vous pouvez rappeler les modes de prise de décision aujourd'hui pour qu'on se les remette en tête en post-élan, post-Covid ? Post-élan, on peut participer aujourd'hui à une assemblée générale en étant présent à cette assemblée, en donnant mandat, pouvoir à un autre copropriétaire, en envoyant son bulletin de vote par correspondance ou en participant par audio ou visioconférence, par un moyen qui permette de répondre aux exigences légales, de traçage, des communications. Alors effectivement, il faut souligner que le vote par correspondance est une modalité de prise de décision qui demeure. Donc les syndics, aujourd'hui, on pourra en débattre, mais je crois que la règle est assez claire, ont l'obligation d'annexer ce formulaire de vote par correspondance tel qu'il est défini par le décret qu'il a fixé. La question qui se pose par contre sur la visioconférence, est-ce que le syndic peut encore l'imposer ? Non. Non, maintenant il ne peut plus l'imposer parce qu'il faut repasser devant. Donc on est en post-élan, effectivement. On est post-Covid, post-élan, donc maintenant c'est les règles normales, on va dire, de droit commun qui vont s'appliquer. Donc il faut que le syndic présente devant l'Assemblée générale un devis et que celle-ci se prononce sur oui ou non la mise en place, la possibilité de réaliser et de tenir des assemblées générales en démat, en visio. Donc maintenant on ne peut plus l'imposer, tout comme le syndic ne peut plus imposer le vote par correspondance, mais comme vous l'aviez indiqué, doit d'ailleurs fournir ce bulletin de vote dans la convocation. D'ailleurs, sur ce point, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe s'il l'oublie de mettre dans la convocation. Ça, on verra après. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que la période Covid a permis d'essuyer les plâtres énormément sur le formulaire de vote par correspondance. C'est qu'on a eu une multiplicité de cas qu'on n'aurait pas eu en si peu de temps dans le cadre d'une vie normale. De nombreuses questions demeurent. Après, je pense qu'il faudra remettre un petit peu le travail et revoir les textes, le cas échéant, pour corriger quelques scories. Juste rajouter que c'est vraiment ancré à la fois chez les propriétaires et même chez certains gestionnaires combien de fois j'ai entendu, mais là c'est terminé, donc on ne va plus voter par correspondance. C'est-à-dire que ça a vraiment eu un impact, la Covid a eu un impact, fait que le vote par correspondance est associé aux mesures spéciales que l'on a eues pendant un an. Mais non, le vote par correspondance c'est devenu un vote, il va falloir faire avec et trouver des outils qui puissent pallier à ces limites. Il y en a. En fait, il a fallu, pendant la crise, avoir des trésors d'imagination pour pallier je dirais, à la difficulté de ce manque de débat. Il a fallu faire, peut-être pas si on ne peut pas faire des AG en vidéoconférence, mais on peut faire des forums d'information post-Assemblée générale. Nous, on a trouvé des outils comme ça. Très rapidement, j'ai eu des travaux que je ne pouvais pas déplacer, je ne pouvais pas les reporter. Et des travaux de plusieurs millions d'euros.
Et avec le conseil syndical, on s'est dit, comment va-t-on faire pour faire voter les travaux? Il faut qu'ils soient votés. Et ben, il y a eu des conseils syndicaux qui ont eu de très bonnes idées. On va faire des forums de discussion en amont de l'Assemblée générale, un mois avant. Tout le monde pourra poser des questions, l'architecte répondra, le conseil syndical répondra. En plus, ça évite de répondre à des questions individuelles, parce que le vote par correspondance a donné une masse de questions qui arrivaient par email, par téléphone, des copropriétaires à réception de la convocation. Donc il y a eu des solutions alternatives, des forums, des visioconférences de préparation informelles, donc sans avoir l'outil légal de la visio Élan. Je pense qu'il y a encore plein de choses pour garder l'esprit de délibération, d'éclairer les propriétaires avant la décision de l'Assemblée. Merci. Très rapidement, oui, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur du vote par correspondance. Je ne pense pas, mais je peux me tromper, qu'effectivement, il y aura pléthore de candidats pour utiliser ce vote. Vont surtout l'utiliser les copropriétaires qui ne peuvent pas aller à l'Assemblée générale et qui, pour lesquels, n'ont pas subi le vote par correspondance comme une contrainte. C'est-à-dire qu'ils vont y aller spontanément, comme c'est l'objectif premier du vote par correspondance, donc un mode supplétif de participation. Je pense que tous ceux qui l'ont très très mal vécu, et à juste titre, hein, comme ça pouvait paraître comme totalement imposé, au contraire, vont aller sur soit le mandat classique ou au contraire privilégier le présentiel. Est-ce que les consommateurs, les copropriétaires, parce qu'on dit les consommateurs, ça va devenir une habitude, mais c'est vrai que c'était une vieille expression, hein, le copropriétaire consommateur, qui est revenu un peu au goût du jour, notamment sous la pression, en quelque sorte, mais peut-être légitime des associations. Est-ce que les copropriétaires consommateurs sont prêts aujourd'hui à accepter les devis qui leur sont proposés pour la visioconférence? Parce que ça a été rappelé par David Rodriguez, le syndic est obligé aujourd'hui de proposer des devis. En principe, les copropriétaires sont également obligés de décider un mode de visioconférence ou d'audioconférence. Il faut rappeler, ce n'est pas que la visio, ce sont les moyens électroniques de participation, mais ils sont obligés parce que c'est un droit qui a été concédé aux copropriétaires pour participer à l'Assemblée générale. Alors, comment réagissent les copropriétaires face à ces nouveaux devis qui leur sont proposés, d'ailleurs, parfois par les syndics eux-mêmes? Alors, il faut revenir quand même à l'essence même du texte, qui était de dire, et un constat qui avait été fait, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes aux assemblées générales. Et c'est pour ça que le législateur a souhaité, d'une part, mettre le vote par correspondance, et d'autre part, d'ouvrir la possibilité d'un présentiel via une visioconférence. C'était ça le but. Je suis également très en accord avec mon collègue en disant qu'au-delà de 10-15 personnes en visioconférence, à moins d'avoir des matériels hyper sophistiqués, ça ne va pas. Toutes les expériences que j'ai vues, moi, dans mon secteur ouest, tous les syndicats de copropriétaires et les conseils syndicaux qui sont adhérents à notre association disent ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Et après, il y a également savoir comment valider que la personne au bout est bien un copropriétaire. Ça avec qui? Personne ne... Je suis également président d'un conseil syndical d'un immeuble, bien entendu. Je ne connais pas tous les copropriétaires. Moi, j'habite Saint-Nazaire, certains habitent Lille, d'autres habitent Lyon, je ne les ai jamais vus. Le syndic ne les a jamais vus, personne ne les a jamais vus. Donc, est-ce que c'est bien lui qui va voter en visioconférence ou pas? Donc, ça, c'est un problème qui n'est pas réglé, sauf erreur de ma part. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans le secteur où je suis, moi, je ne peux parler que du Grand Ouest. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas vers là qu'on va. Je crois qu'il y a un besoin à nouveau de débat, un besoin à nouveau de présentiel. Et je dirais que même plus que le vote par correspondance, je pense que c'est le mandat qui est le plus approprié par rapport au vote par correspondance, parce que là, il y a éventuellement possibilité de dialoguer entre le mandataire et le mandant. Alors, vous pensez que les copropriétaires vont refuser les devis qui vont leur être proposés? Alors, je ne peux pas me prononcer pour voilà, ça dépend. Alors, ce qu'on a vu également, c'est qu'un certain nombre de syndics ont des outils clés en main. C'est normal, c'est tendancieux des fois, et sont prêts à vendre une de leurs filiales à des coûts parfois très, très prohibitifs. Donc ça, parfois, je dis bien parfois, en mettant parfois, bon, donc ça, par contre, je ne suis pas certain qu'ils vont accepter quel que soit le coût. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les factures que j'ai vues, entre autres venant de syndics dits nationaux, sont assez prohibitifs à mon avis.
Oui, Mais- alors le texte dit bien que les devis sont établis par le syndic et par le conseil syndical, hein. Donc si, je crois que vous parlez de la solution FUS de Foncia, si c'est trop cher, vous êtes tout à fait libre de demander d'autres devis, comme pour n'importe quel travaux ou autre à l'ordre du jour. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y ait une demande massive des copropriétaires pour la visio, hein. C'est peu le dire. Il n'y a pas une demande massive. J'ai pas l'impression qu'il y ait une demande tout court, en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Enfin, en tout cas, sur mon portefeuille, hein. Donc, je suis pas sûr que voilà, que ça se développe beaucoup. Au-delà du coût, hein, parce que ça reste, les solutions sont quand même abordables, hein, divisées par l'ensemble des copropriétaires. Je pense que c'est plus une question de principe que de coût. En revanche, le vote par correspondance, là, oui, il y a un usage massif du vote par correspondance qui, pour le coup, est peut-être un petit peu trop massif. Alors, il y avait les copropriétaires qui ne pouvaient absolument pas se déplacer. Pour eux, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le VPC, même s'ils peuvent toujours envoyer le mandat de vote, le pouvoir. En revanche, j'ai l'impression qu'ils font quand même un usage un peu facile du vote par correspondance, et même ceux qui pouvaient se déplacer ne le font plus parce que maintenant, ils ont le vote par correspondance. Donc, on est un peu dans la flemme de se déplacer en Assemblée générale. Et le problème, et on commence à le constater, un usage massif du vote par correspondance fait que lorsqu'on arrive en Assemblée générale et qu'on ouvre la séance, les résolutions sont déjà pliées. Voilà. Il y a déjà une majorité qui s'est dégagée, en favorable ou défavorable, plus souvent défavorable quand il s'agit de travaux. Donc ça va clairement décourager les copropriétaires qui, eux, sont présents, on dit bon, bah, c'est pas la peine qu'on se déplace puisque de toute façon c'est déjà plié, et il y a sans débat en plus. Donc bah, l'année prochaine on fera pareil, on enverra notre vote par correspondance. Donc on a cette petite crainte, hein, que l'Assemblée générale qu'on connaît, je vais employer le mot, disparaissent à cause du vote par correspondance. Je suis optimiste, j'y crois pas trop à cette disparition, malgré cet usage massif du VPC, parce que malgré tout, comme vous le dites, les copropriétaires et les gestionnaires ont besoin de cette rencontre, de ce contact. On le voit dans les événements présentiels là, qui sont organisés depuis le début de l'année. Tout le monde s'empresse de se rencontrer, de se revoir. Et donc je pense que l'Assemblée générale physique a encore de beaux jours devant elle. Et pour revenir sur l'Assemblée générale, merci Gilles pour ce témoignage, parce que c'est vrai que ça aura une incidence sur l'avenir, ces pratiques qu'on a commencé à prendre. Et le vote par correspondance, oui, on le voit beaucoup encore employé aujourd'hui. Mais sur la visioconférence ou l'audioconférence, qu'est-ce qui va se passer si les copropriétaires refusent ? Est-ce qu'on va au-devant de contentieux ? Est-ce que les assemblées générales seront valables ? On n'a pas de jurisprudence sur le sujet, et pour cause, on n'a pas du tout de recul sur cette question. Effectivement, moi, je n'avais pas le retour des syndics sur la proposition de devis et la position des copropriétaires. Je pensais que la visio était plus largement acceptée. Donc, sur le plan juridique, je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui. Effectivement, c'est une modalité qui est ouverte par les textes, mais avec effectivement une possibilité. Enfin, il est demandé aux copropriétaires de valider le principe et le coût de cette mise en place. Donc, s'ils le refusent, je ne vois pas en quoi cela pourrait atteindre la validité de l'Assemblée qui serait convoquée sur un autre mode. Pour revenir sur ce que vous évoquiez, effectivement, ce vote par correspondance, à mon sens, si le mouvement que vous évoquez se poursuit, c'est-à-dire que les copropriétaires adoptent ce confort du vote par correspondance, parce que c'est quand même un confort, surtout avec les modalités de vote directement en ligne, etc. C'est un confort. On n'est même pas obligé d'aller mettre son formulaire à la poste, de l'envoyer par mail. Tout a été effectivement mis en place dans ce sens-là. Si l'on voit se pérenniser l'usage du vote par correspondance, moi, d'un point de vue contentieux, de mon point de vue d'avocat, j'y vois une crainte de résurgence d'un contentieux qui va être peut-être plus important qu'il n'était ces derniers temps.
Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, rappeler simplement que la loi a prévu que normalement toute décision adoptée doit faire l'objet d'une délibération, et il n'y aura pas réellement de délibération. Il y en aura une parce qu'on aura quand même un certain nombre de copropriétaires présents. Il y aura une discussion, mais y aura-t-il réellement une délibération? Je ne le crois pas, dans la mesure où on ne pourra pas amender le texte qui est proposé. Donc on va rester dans un cadre extrêmement figé. Ça va enlever effectivement l'intérêt du débat démocratique qui devrait avoir pour résultat l'élaboration en commun d'une décision qui va dans le sens de l'intérêt collectif. Ça, c'est le vœu, puis c'est le vœu du législateur d'augmenter cette participation des copropriétaires. Or, on n'augmente pas par la VPC la participation, mais on augmente la participation au vote, ce qui n'est pas la même chose. Alors, je ne prends pas parti pour ou contre la VPC, je suis simplement en position d'observatrice, simplement parce que dans le cadre des contentieux, on comprend, nous, avocats, très souvent, qu'il se noue parce que le dialogue n'est pas passé auparavant, pas passé en assemblée générale ou pas passé tout court parce que la situation est crispée. Enfin, vous connaissez toutes ces situations. Alors, on se retrouve devant le tribunal pour des raisons qui auraient pu, enfin, on aurait pu, dans certains cas, éviter le contentieux avec un meilleur dialogue. Ce dialogue va être un petit peu, en tout cas, restreint, à minima. Alors on a, c'était une solution qu'évoquait, enfin que rappelait ma consoeur Colette Chazelle ce matin, l'intérêt de la médiation peut-être va être, la médiation dans le cadre judiciaire va nous permettre de rétablir le dialogue qui n'aura pas eu lieu en Assemblée générale du fait peut-être d'une pérennisation de ce mode de participation au scrutin. Je ne sais pas. C'est une manière de rattraper peut-être un effet, alors je ne voudrais pas dire effet pervers, mais en tout cas un effet un petit peu malheureux du vote par correspondance. Le débat permettait de purger les frustrations, voilà. Et il avait un effet effectivement salvateur quand même. Oui, quelques remarques sur ce qui vient d'être dit sur la visio. Effectivement, il ne faut pas oublier, la seule exigence technique, c'est le fait que le dispositif reproduise la voix, transmette la voix. Donc on peut avoir des propositions commerciales à des prix plus ou moins prohibitifs ou plus ou moins raisonnables. Il y a aussi des propositions gratuites, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, on a des propositions commerciales qui prévoient également le vote à distance, un vote électronique, qui est inclus dans le cadre de la visio, mais le vote électronique n'est pas en lui-même expressément prévu par les textes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier également et garder à l'esprit. Sur le vote par correspondance, dire que tout est plié, je trouve que en théorie, c'est possible, c'est vrai, il peut y avoir une grande frustration des copropriétaires, mais c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Alors déjà, dans la pratique, c'est cela qui se fait, ce sont les syndics qui vont préenregistrer en quelque sorte les résultats des formulaires. Est-ce une bonne chose? Oui, il gagne du temps, sauf qu'on n'est pas à l'abri que le copropriétaire soit finalement là le jour de l'AG. Donc, or, on sait bien que son vote prime lorsqu'il est présent ou lorsqu'il se fait représenter. Ensuite, il ne faut pas oublier que si l'Assemblée générale, quand bien même la plupart des copropriétaires auraient voté par correspondance, s'il y a un débat avec les quelques personnes courageuses qui sont venues et que l'on amende la résolution, et dans ce cas-là, oui, les copropriétaires qui ont voté par correspondance seront considérés comme défaillants. Donc, du coup, l'Assemblée générale n'est plus si pliée que cela, en quelque sorte. Donc, faut pas. Si. Et si. Ah si, vous avez toutes celles qui relèvent de la 24. Alors dans la salle, c'est vrai que ça réagit par rapport à et la tous les défaillance, défaillants seront des contestataires mais article 42. C'est le mécanisme qui a été prévu par les textes. Et donc l'application doit être faite ainsi. Lorsqu'il y a un amendement d'une des questions et des résolutions proposées en Assemblée, et le texte avait été amendé de sorte à ce que ce soit même des amendements mineurs, les résolutions, effectivement, les décisions qui ont été adoptées par vote par correspondance sont modifiées pour ceux qui avaient voté pour, pas ceux qui avaient voté contre, eux restent opposants. Par contre, ceux qui avaient voté pour deviennent défaillants par application de la loi. Donc le syndic doit y veiller parce qu'évidemment, il engagerait sa responsabilité s'il ne le faisait pas et si les décisions étaient changées du fait de la non-application du mécanisme. Mais alors, vous allez peut-être répondre, mais juste une question. Est-ce que vous préenregistrez? Oui, bien entendu. On préenregistre, ce qui n'empêche pas que si le copropriétaire est présent, mais là c'est uniquement de la technique, si le logiciel a été très bien conçu, vous le mettez en présent
instantanément, tous ces votes préenregistrés sont effacés. Mais ça, c'est un problème technique. Et alors, je fais une petite aparté, je ne touche absolument pas de royalty, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des éditeurs de logiciels qui ont remarquablement bien réagi au vote par correspondance quand il est devenu obligatoire, parce qu'on a eu en quelques semaines les adaptations des logiciels permettant de prendre en compte et l'amendement des résolutions et des présences de propriétaires qui votaient par correspondance. Ça, on a les outils pour, c'est pas un souci. Mais je suis d'accord avec la professionnelle du droit, je pense que le vote par correspondance, même, je ne crois pas qu'il sera la règle majoritaire de participation à l'Assemblée générale, et heureusement, je suis encore un petit peu optimiste, mais par contre, ça va amener un nouveau contentieux phénoménal. Et sur 2 plans principaux, je crois. C'est l'amendement des résolutions, parce que la notion d'amendement d'une résolution, elle n'est pas évidente à définir, elle n'est pas évidente à interpréter. Et le second point, c'est le fait que le législateur ait oublié de demander à ce que le bulletin de vote soit notifié. Le bulletin de vote par correspondance. Il est envoyé par quel moyen? Par mail, par tout moyen, je par crois. tout moyen, mais pour moi, on aura un contentieux là-dessus. Certains syndics, peut-être un petit peu malveillants, n'auront pas reçu certains bulletins par correspondance qui votaient contre leur mandat, contre le renouvellement de leur mandat. Allez prouver que j'ai reçu le bulletin, monsieur. Je n'ai pas reçu le bulletin. Donc, je pense que là, on va avoir tout un nouveau pan de contentieux qui va un peu polluer notre vie de copropriété. Oui, pour compléter les informations sur le vote par correspondance, notre association n'est pas non plus fanatique du vote par correspondance, loin s'en faut, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, on voit sur des contentieux innombrables à ce niveau-là. Tant mieux pour les avocats, vous aurez du travail pendant 50 ans devant vous. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de fondamental que nous, on conseille toujours à nos adhérents, c'est que le conseil syndical a un rôle majeur dans la préparation de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que les conseils syndicaux, les membres de conseils syndicaux, doivent avoir les coordonnées de tous les copropriétaires. Il suffit de prendre tout simplement la feuille d'émargement, de voir s'il est à jour avec le syndic. De toute façon, on a le syndic qu'on mérite et le syndic a le conseil syndical qui mérite. Donc voilà, c'est un travail à 2 et ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est bien l'un avec l'autre. Donc ça, j'en suis complètement convaincu. À partir du moment où le conseil syndical met en symbiose avec le syndic, a la liste de l'ensemble des copropriétaires, tout simplement, il en informe également l'ensemble des copropriétaires de ce qui va se passer. Il lui envoie un mail. S'il n'y a pas de réponse, il lui envoie un coup de téléphone pour vérifier qu'il est, etc. Il y a tout un travail du conseil syndical à faire. Et je peux vous dire que c'est un travail payant. Je le fais et on est un certain nombre d'adhérents de mon association que le faisons, où on a entre 90 et 95% de votants, soit en pouvoir, soit en présentiel, tout simplement parce qu'on a fait ce travail pédagogique en tant que conseil syndical, de correspondre pendant toute l'année également avec l'ensemble des copropriétaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réunion de conseil syndical, soit entre nous, soit avec le syndic, ils ont un compte rendu, ils ont des points d'étape, etc. Donc le conseil syndical, il doit également exercer son plein pouvoir. Et je crois que c'est important. Et si à ce point-là, je peux vous dire que les votes par correspondance seront mineurs, et les contentieux, dommage pour les avocats, seront également faibles, mais vous avez tellement de choses à faire que ça ne changera pas. Mais c'est vrai que n'oublions pas le rôle essentiel du conseil syndical aux côtés du syndic et en accord. Et quand même, c'est vrai que nous, les associations de responsables de copropriété, on a tendance à voir que les choses qui ne marchent pas. Mais on est certain également que forcément, la majorité des cas, ça se passe bien. J'ajoute simplement, le débat, c'est sur les nouvelles pratiques post-Covid. Alors là, on est effectivement plus post-élan. Le VPC a obligé, le vote par correspondance a obligé le rédacteur de l'ordre du jour à être quand même beaucoup plus précis dans son libellé de projet de résolution. On a beaucoup aussi parlé des résolutions à trous. On ne peut plus trop les faire parce qu'automatiquement, est-ce que ça deviendrait une résolution amendée? Et pour le coup, alors c'est un effet indirect et qui n'avait pas été imaginé par le législateur, je pense, ça oblige le syndic, enfin en tout cas le rédacteur, à une plus grande précision, une plus grande clarté dans la rédaction de son projet de résolution. Bon, après, il se pose le problème
toujours pour la résolution à trous, des résolutions à candidature. Hein. Le bureau de séance, enfin le président, scrutateur, ou la résolution des candidats au conseil syndical, les candidatures spontanées qui échappent au vote par correspondance. Qu'est-ce qu'on en fait? Il reste encore beaucoup de zones d'ombre par rapport au vote par correspondance. Alors le débat ce soir ne doit pas porter exclusivement sur le vote par correspondance, mais voilà, effectivement, même aussi par rapport à ça, il y aura du contentieux. Je ne peux que souscrire, il y aura énormément de contentieux. Par exemple, vous n'avez pas signé de votre formulaire de vote. Est-ce qu'il est pris en compte ou non? Vous ne l'avez pas paraphé, parce qu'il faut également parapher chaque page. Est-ce qu'on va retenir ou non le formulaire de vote? Le point où j'ai un petit peu plus de bémol, c'est par rapport à l'amendement des résolutions. Alors si on était sur la loi Elan même, où effectivement on parlait d'évolution significative, je crois, dans la rédaction des résolutions, où là on pouvait s'interroger sur est-ce que la résolution évolue de façon significative et il faut requalifier les votes ou non. Là, pour moi, l'ordonnance paraît assez claire, peut-être à tort, que dès lors que l'on fait une modification rédactionnelle, serait-elle mineure, il y a requalification automatique du vote. Alors c'est vrai que c'est un problème, c'est une question qui a posé énormément de problèmes. Parce qu'on va priver de voix tous les copropriétaires qui avaient voté pour une résolution et qui voient leur vote requalifié. Bon, après, il s'est apparu que c'était le mécanisme le moins mauvais de tout et qui était bien préférable à celle qui était directement issue de la loi Elan. La notion d'amendement, la commission relative à la copropriété l'avait abordée dans sa 4e recommandation. L'amendement, c'est quand la nature de la résolution est modifiée. Mais bon, même là, c'est sujet à interprétation. Mais c'est ça, parce qu'en fin de compte, la loi Elan, on laissait croire qu'on pouvait aller jusqu'à une nouvelle résolution. Or, ce sont les limites même de l'Assemblée générale. Elle peut légitimement amender une résolution, mais elle ne doit pas en créer une nouvelle. Or, là, c'est vrai que la loi Elan faisait croire qu'il y avait cette requalification du vote que dans cette hypothèse-là. Maintenant, avec les ordonnances, non, on est sur le simple amendement, ne serait-il mineur. Est-ce qu'il faut revoir la règle ou pas? Tout est à débattre, effectivement, quoi. Oui, parce que le terme substantiel qui avait été envisagé finalement n'a pas été retenu. Je vais laisser la parole à Assad. J'ai juste, excusez-moi, poser une dernière question, parce que c'est dans l'enchaînement, et je vous donne la parole après. Sans trahir de secret, ou peut-être un tout petit peu, vous qui êtes presque dans le secret des dieux, est-ce qu'on va voir le VPC réformé? Bonne question, et je ne trahis aucun secret parce que je n'ai pas la réponse. On espère, on va le demander, mais pour le moment, on n'est pas saisi sur ces questions-là. Mais il faudra, de toute façon, qu'il y ait une réflexion sur le vote par correspondance et quelque chose de très simple, ne serait-ce que les passerelles de majorité. On l'avait tous vu de toute façon lorsque le formulaire a été édité, la passerelle de majorité va poser problème. Les syndics ont fait une automaticité de reproduction du premier vote sur le second, savait qu'effectivement ça allait être problématique et le tribunal judiciaire d'Orléans effectivement a confirmé. Mais ce qui est plus problématique dans la décision du tribunal judiciaire, c'est qu'il fait certes référence à un second vote qui doit être organisé de façon express et matérielle, mais il fait également référence à la possibilité pour les copropriétaires de prendre connaissance des votes émis par les autres et donc de changer son vote en fonction. Or, si on maintient cette décision en tant que telle, c'est absolument impossible dans le cadre du vote par correspondance. Ça veut dire qu'aucune résolution relevant d'une potentielle passerelle de majorité, donc la 25 et la 26, ne pourrait faire l'objet d'un VPC. Donc là, effectivement, on n'est que sur une décision de première instance. Voilà, on ne va pas non plus extrapoler sur ce qui pourrait arriver en appel ou en cassation. Il n'empêche que c'est une décision qu'il ne faudra pas totalement écarter. On parle bien d'un second vote, donc il va falloir revoir de toute façon le formulaire de vote sur ce point-là. Oui, je voulais dire, il y a quand même une dérive possible parce qu'on sait bien que la nature humaine est merveilleuse et quand on fait de la copropriété, on est tous convaincus. On imagine bien que dans certains conseils syndicaux qui connaissent quand même bien les textes de loi, parce qu'il y a aussi des copropriétaires qui sont très avisés sur le sujet, on imagine qu'une décision qui passerait avec les bulletins de vote par correspondance soit amendée à dessein que les deux propriétaires présents puissent prendre la décision tout seuls en disant que les autres, de toute façon, puisqu'on a amendé, sont considérés comme défaillants. C'est tortueux, mais pourquoi pas. Après, ça limite à la passerelle de l'article 24. Ça signifie également que le conseil syndical ait eu connaissance des autres votes, des formulaires de vote, et que donc il soit rapproché du syndic, et que par conséquent, le syndic était, si vous passez l'expression, une taupe. Voilà, voire complice. Mais c'est un peu ça, je pense. Parce que normalement, on va proclamer les résultats
Ça, mais Les bulletins sont consultables en assemblée. en assemblée, mais je ne sais plus s'ils sont mentionnés en tant qu'annexe de la feuille de présence expressément. Je crois qu'il y a un petit... Voilà, je crois pas... Oui, il me semble qu'il y ait un vide, parce qu'il ne me semble pas même qu'il soit qualifié d'annexe. Je ne crois pas Ce qui qu'ils rend- soient considérés comme une annexe. Voilà, ce qui rend problématique leur consultation d'un Parce point de que vue juridique par les j'avais conseils cherché syndicaux et les et- copropriétaires. Mm. Moi, il me semble Je pas. crois que Non, le texte dit qu'ils doivent être dans le registre quand même, non? Oui, mais Moi, il me semble pas Non, nécessairement même pas. d'annexe. Non, Bah alors si, Pas, bon, pas- bah, pas nécessairement d'annexe au sens Voilà. où on l'entend habituellement de l'Assemblée générale. Donc ça veut dire qu'ils sont, donc ils sont pas, voilà, c'est pas comme une feuille d'émargement, donc ils ne sont pas consultables par Consultables. tout copropriétaire C'est ça. qui en fait la demande, ce qui est effectivement problématique pour contrôler les votes. Par contre, il appartient au bureau de l'Assemblée générale de vérifier ces bulletins, tout simplement. Ça, pas consultable par tout le monde, mais s'il y a un doute de quelconque, il faut forcément, le jour de l'Assemblée, contrôler. Et puis il ne faut pas oublier le pouvoir pour le conseil syndical de prendre connaissance de toute façon de tout document concernant la copropriété et donc les formulaires de vote. Et ça donnera Et- peut-être un regain d'intérêt à l'élection des scrutateurs Ouais. pour la vérification des bulletins de vote, des pouvoirs, mais surtout des bulletins de vote, particulièrement lorsqu'il y a des copropriétés avec de nombreux copropriétaires, parce qu'il va falloir vérifier chaque bulletin en début de séance et voir peut-être si ça a bien été inscrit et au moment d'ailleurs de l'adoption des votes, voir s'il n'y a pas des amendements. Mm. Maintenant, sur la pratique de l'amendement, pour modifier vraiment la résolution, pour que le vote par correspondance soit défaillant et faire passer une autre résolution, il y a quand même une autre difficulté, parce qu'il y a le problème de la règle propre au vote par correspondance, mais on a quand même la jurisprudence antérieure qui s'applique aux amendements substantiels en cours de séance et qui fait que ces amendements-là sont nuls. Donc je ne pense pas qu'on pourra beaucoup tricher quand même sur le vote par correspondance et l'amendement Ah substantiel non, non, en séance. il ne s'agit pas de tricher. Il s'agit de dire qu'une décision qui aurait été, comme le disait mon confrère, validée par tous les bulletins de vote, soit modifiée, même non substantiellement, rendant les votes par correspondance défaillants, ce qui permettrait à loisir aux gens qui sont en séance de voter contre, alors qu'au départ, Ah oui, si on prend C'est en pour le compte rejet, tous les pardon, votes, pas pour l'adoption d'une question qui Oui, était pas dans l'autre qui était sens, ça dans un marche sens aussi. encore plus vicieux. ça marche aussi Ouais. dans l'autre sens. Oui. Je voudrais juste conclure sur la consultation des bulletins de vote. Nonobstant toutes les obligations légales, je crois qu'un syndic a tout intérêt à, de toute façon, comme tout document, communiquer les bulletins de vote à n'importe quel copropriétaire en faisant la demande, ne serait-ce que pour ne soit pas mise en doute la validité et la probité de son procès verbal. surtout que la loi dit bien que les votes ne sont pas secrets. Voilà, de toute façon. Absolument. Et alors, bon, on a parlé maintenant de l'après-Covid, de l'après-élan. Mais qu'est-ce qui va rester de vos pratiques de la période Covid? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles, le télétravail que vous avez expérimenté? Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va avoir une incidence sur la pratique du droit de la copropriété de cette matière? Est-ce qu'il y a des accords qui sont passés avec les employés? Comment ça va se passer pour les visites d'immeubles, pour les rapports avec les conseils syndicaux, pour la vérification des comptes? Comment est-ce qu'on va organiser ces nouveaux modes de travail aussi avec la pratique de la copropriété? Là, on note effectivement de nouvelles pratiques, mais qui avaient déjà commencé un peu avant. Bon, clairement, le télétravail aujourd'hui s'est installé, même si j'avais fait un petit sondage interne auprès des gestionnaires de copropriété. Finalement, il y a plus de 50% des gestionnaires, enfin en tout cas des cabinets, qui n'ont pas encore mis ne serait-ce qu'une seule journée de télétravail en place dans leur organisation. Peut-être que les discussions sont encore en cours, mais actuellement c'est une majorité écrasante chez les syndics, les administrateurs de biens en général, où le télétravail n'a absolument pas cours aujourd'hui. Le sondage, je l'ai fait il y a 15 jours. Mais bon, je regarde le verre à moitié plein, et pour les autres, le télétravail, c'est quand même mis en place. Certains groupes, vous citiez le numéro 1, ils ont mis en place là un accord d'entreprise avec les syndicats internes de salariés. Ils passent à 2 jours de télétravail par semaine. Nous, au cabinet, on est passé à 1 jour par semaine. Ça change un petit peu la façon de travailler, évidemment.
Alors après, est-ce qu'on parle du gestionnaire ou est-ce qu'on parle du comptable ou de l'assistant? Dans le trinôme, c'est pas tout à fait pareil. Pour le gestionnaire, c'est plus délicat le télétravail, puisqu'on a quand même un métier de terrain. On est sur les immeubles pour les visites d'immeubles, on est sur les immeubles pour les expertises, on est sur les immeubles on est obligé de se déplacer physiquement pour tenir l'Assemblée générale. Donc ça me semble plus délicat. Pas impossible, mais ça veut dire qu'il faut organiser différemment sa semaine et imaginer de concentrer toutes ces visites d'immeubles sur 2 jours ou sur 1 jour. Et quand on est en télétravail, on se concentre sur la préparation de ses ordres du jour, son administratif, la gestion de ses mails. Voilà, donc c'est faisable. Hein, c'est faisable. On a constaté, bon ça c'est, je referme la parenthèse sur le télétravail, on a constaté aussi une évolution des pratiques du côté des entreprises pendant le confinement. J'ai beaucoup d'entreprises, de petits artisans qui se sont mis à l'envoi de la facture par mail, hein, qui avaient du mal, qui faisaient encore beaucoup de résistance, bien qu'on leur demandait depuis un bon moment de nous envoyer leur facture par mail. Ça y est, elles s'y sont mis. Les experts d'assurance ont cessé aussi de nous envoyer leurs convocations, alors pas celles qui sont recommandées, mais les avis de réunion d'expertise en recommandé. Bon, donc du côté fournisseur, ça a évolué. Ça permet de nourrir plus facilement la GED, hein, puisque quand on reçoit une facture par mail, le gestionnaire peut la codifier directement sans avoir à faire une annotation, comme on dit. Qu'est-ce que c'est la GED? La gestion électronique des documents. Et quand on reçoit une facture, le gestionnaire, on dit qu'il la BAP, c'est-à-dire qu'il la codifie, il met son bon pour accord, la clé de répartition, le compte de charge, et moi je vais même jusqu'au libellé, comme ça je retrouve mon RGD à la fin, tout propre. Aujourd'hui, donc on n'a plus, et puis en plus derrière, il faut la scanner si on veut qu'elle intègre la GED. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à la faire glisser dans le logiciel puisqu'elle arrive directement par mail. Et le comptable étant en télétravail ou les gestionnaires étant en télétravail, sachant qu'on travaille en trinôme, on forward les factures en mettant notre codification dessus. Et c'est une chaîne, hein, et au début de la chaîne, on a bien les entreprises. Hein. Donc ça donc le syndic, c'est vraiment numérisé avec la période Covid. Alors il l'était déjà, comme je l'ai dit, c'était mon premier propos, il l'était déjà, puisque l'extranet, les syndics s'y étaient mis avant la loi Allure. Hein. Avant la loi Allure, les logiciels permettaient de le faire et on l'avait fait alors qu'on n'était pas obligé de le faire. On l'avait fait parce que c'était un service innovant et intéressant pour nos copropriétaires et même pour nous. Puisqu'on n'avait plus à se lever, à aller chercher dans les classeurs ou dans les casiers. Mais clairement, la période a accéléré la numérisation, la digitalisation, mais aussi, c'était mon propos, du côté des entreprises, du côté des fournisseurs. Je rebondis juste très vite sur le dernier thème. La crise sanitaire a accéléré l'usage des dispositions Elan et également, on s'est approprié beaucoup plus vite les outils de l'imposition de l'extranet, l'imposition des factures, l'imposition des relevés bancaires, parce que pendant toute une période, les conseillers syndicaux, moi j'avais l'habitude de faire ça à l'ancienne, on vérifie les factures, on vérifie les comptes physiquement. On n'a pas pu le faire pendant 1 an. On l'a fait numériquement, puisqu'on avait l'outil qui venait d'arriver. Toutes les factures étaient numérisées, le relevé des dépenses était numérisé, et cette pratique-là, elle continue. Parce que moi j'ai plein de conseillers syndicaux qui, après tout, se voir spécialement pour les factures, ben on les a en continu. En plus, ils les ont en continu au fil de l'eau. Donc, est-ce qu'il y a besoin spécifiquement de faire une réunion pour ça? Et cette pratique va continuer. On a été forcé à la faire. Et cette pratique va continuer. C'est pareil, des conseils syndicaux, on se voit physiquement, c'est bon, mais parfois, on n'a pas besoin de se voir tous systématiquement, ou les problèmes d'agenda, on fait beaucoup plus de visioconférences qu'on ne le faisait avant. Donc ça a accéléré toutes les pratiques et toutes les dispositions d'élan sur le numérique et la numération de notre métier. Bon, on se les a appropriées beaucoup plus vite. C'est un des avantages, je dirais, un des avantages malheureux, heureux pour nous de la crise sanitaire. Je rejoins assez bien les 2 propos tenus précédemment. Je formulerai quand même une petite réserve sur le degré d'extranet ou la qualité d'extranet d'un syndic à l'autre. J'en ai vu des très bons. J'en ai vu des très mauvais ou des quasi inexistants. Donc, autant je suis persuadé que les 2 qui sont intervenus ont des super extranets. Je pourrais vous en montrer certains. Vous êtes loin de pouvoir valider des factures directement via l'extranet. Sauf que là, c'est la loi maintenant.
valider les factures, doivent. oui, mais aujourd'hui, c'est pas au point. Ça, je peux vous le dire. Je le vois assez régulièrement, pour pas dire au moins une fois ou 2 fois par semaine. Par contre, je rejoins également ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, pendant cette période de Covid, on a continué, alors je parle du conseil syndical plus que du syndicat des copropriétaires, les conseils syndicaux ont continué à dialoguer avec leurs syndics, par téléphone, mais également énormément par Zoom, parce que c'est un de ceux qui était le plus utilisé. Je n'ai pas d'action dans Zoom, hein, donc, mais voilà, et c'est dommage, peut-être que j'aurais peut-être été fortuné maintenant. Mais en tout état de cause, ça va perdurer. Parce que c'est vrai que ça ne sert à rien de faire 15 km pour aller voir son syndic, l'empreinte carbone, etc. Alors que tout simplement, par visio, on peut régler bien souvent 80%, sauf qu'il faudra, dans ces cas-là, que au moins de manière régulière, le gestionnaire de copropriété, du syndic, viennent sur place voir un certain nombre de choses. Ça, la visio ne remplacera jamais ça. Mais les 3/4 des choses qu'on débattait en réunion présentielle avec le gestionnaire et avec notre syndic, on peut le régler tout à fait par visio et d'une manière aussi qualitative qu'autrement. Et en moins de temps, souvent. Et souvent en moins de temps pour tout le monde. Est-ce que ça va faire baisser les honoraires? Très drôle, le Père-Édouard. Une réunion reste une réunion, qu'elle soit physique ou à distance. Quand on prépare l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical, on le faisait aussi déjà depuis longtemps par échange de mails. On n'avait pas besoin de se faire une réunion physique. Ça faisait longtemps, moi, que je fais plus de réunion physique avec le conseil syndical pour préparer l'ordre du jour. On s'envoie des mails, un peu même tout au long de l'année. On se dit, bon, bah, ça, je le mets dans le dossier AG. Et puis, le 2 mois avant, généralement, 2-3 mois avant l'Assemblée générale, on prépare l'ordre du jour par échange de mails. Éventuellement, on se passe un coup de fil avec le président du conseil syndical quand c'est un petit immeuble. Mais bon, on ne va pas se faire une visio non plus, parce que ça aussi, c'est une pratique qui me fait un peu sourire, ceux qui veulent faire une visio à 2. Il y en a qui sont fans de la visio, je le sais, mais à un moment donné, bon, on se passe un coup de fil, quoi. C'est pour le plaisir de se voir. Et alors, ouais, mais on n'est pas toujours à notre avantage. Surtout si on est en télétravail. Mais alors, Ouais. comment on gère les rapports avec les syndics pour gérer un dossier contentieux? Est-ce que, alors pendant la période Covid et puis même demain, comment on va faire avec un gestionnaire qui est à distance, un comptable qui est éventuellement à distance, quand on a du recouvrement de charges ou des dossiers un peu plus complexes sur des travaux? Est-ce qu'on a des rapports différents aujourd'hui avec les syndics compte tenu de ces nouveaux modes de communication? Alors, dans le rapport avec les syndics et avec le conseil syndical, moi je trouve qu'effectivement la visio, l'utilisation de la visio a facilité la tâche de l'avocat. On demande plus régulièrement à l'avocat de venir participer et de se connecter quelques minutes à la réunion du conseil syndical pour faire un point sur le dossier. Parce qu'on sait que le syndic ne va pas forcément demander à l'avocat de se déplacer au conseil syndical avec la facturation du déplacement, etc. etc. Ça monte assez vite. Et ça voilà, effectivement, ce ne sera plus, il n'y aura plus de facturation comme il y a pu y en avoir avant pour un déplacement de rencontre avec le conseil syndical. Moi, je trouve que ça nous permet, enfin, je ne suis pas là que pour défendre mes honoraires, ça permet d'avoir une gestion plus fluide du dossier. On peut se rencontrer plus régulièrement, on peut discuter de l'évolution du dossier, faire un petit point quand on a un événement dans le dossier, une audience, etc., et refaire un point. Sur le recouvrement des charges, effectivement, nous avons la possibilité, nous avocats, en lien avec certains syndics, de nous connecter directement pour aller récupérer directement les documents dont nous avons besoin pour rédiger les assignations et pour récupérer un décompte actualisé, etc., etc. Et c'est effectivement pour les syndics un peu moins de tâches, en tout cas liées au recouvrement au contentieux, qu'ils apprécient, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé à répondre aux demandes des avocats pour le décompte actualisé, etc., le PV, la convocation, etc. Donc on va directement se connecter en accord avec certains syndics, en prenant beaucoup de précautions parce que tout ça est confidentiel, et on récupère les documents, ceux qui sont en tout cas accessibles, et certains ont effectivement développé un système qui nous permet de remonter assez loin sur les archives qui sont dématérialisées sur les sites. Voilà.
Donc la dématérialisation, finalement, ça facilite la tâche du syndic, des copropriétaires, également des avocats. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et pendant cette période Covid, alors on rencontre des progrès. Vous numérisez, vous avez mis en place le télétravail, finalement vous avez trouvé une certaine nouvelle forme de proximité. Mais est-ce que ça n'a pas donné aussi des idées aux copropriétaires? Est-ce qu'à force d'être chez eux, peut-être la question sera un peu plus polémique, mais ils ne se sont pas dit, tiens, si j'étais syndic? On parle du syndic bénévole. Hein. On parle du syndic bénévole. On peut commencer par lui. On parle du syndic bénévole. On disait justement tout à l'heure que pendant toute cette période, le contact, le lien entre le conseil syndical et le syndic n'avait jamais été rompu. Bon, sauf, on peut toujours aller chercher 2-3 immeubles où ça s'est mal passé, mais vous connaissez que les immeubles où ça se passe mal, où on vient se plaindre. Et c'est bien, je l'ai remarqué. Et je vous en remercie. Ce lien ne s'est jamais rompu. Votre question, je vois où vous voulez en venir. Est-ce que le Covid a incité les copropriétaires à se passer d'un syndic professionnel? Alors, je ne l'ai pas constaté, en tout cas. Je n'ai pas reçu de demande d'inscription à l'ordre du jour me demandant de passer en syndic bénévole ou en syndicat coopératif sur mon portefeuille. Je n'ai pas reçu cette demande d'inscription à l'ordre du jour. Jérôme non plus. Donc voilà, pour ma part, je représente un petit échantillon. Je gère une 50aine d'immeubles. Sur ces 50 immeubles, il n'y en a pas un seul qui m'a demandé à la suite de cette période, on va passer en... Merci de mettre à l'ordre du jour, hein, puisque ça se vote quand même, le mode coopératif ou tout simplement syndic bénévole. En revanche, pendant cette période, on a eu à ferrailler avec de nouveaux acteurs, mais qui n'ont rien à voir avec le Covid. Je rejoins la position de mon collègue à côté, c'est-à-dire que nous, il y a quelques centaines d'adhérents dans l'Ouest, on n'a jamais été questionné sur ce point-là de savoir est-ce qu'on peut se passer du syndic professionnel pour devenir syndic non professionnel, parce que je crois que le mot syndic bénévole, moi je l'exclus, c'est syndic non professionnel. Je l'ai eu par contre à titre personnel en tant que président du conseil syndical d'une copropriété de 32 lots. Donc on est en train de préparer l'assemblée générale qui aura lieu le 29 octobre. Et j'ai un copropriétaire qui est un propriétaire habitant Paris avec une résidence secondaire sur Saint-Nazaire où je suis, qui m'a dit mais au fait avec le travail que vous faites et tout ce que vous avez fait pendant le temps, est-ce que le syndic professionnel a encore un rôle à jouer? Bah oui, franchement. Dans notre association, on ne pousse pas du tout pour le syndic non professionnel. Pas du tout. Le syndic professionnel a son rôle à jouer. Alors c'est vrai que dans notre secteur à nous, dans l'Ouest, on a plusieurs syndics non professionnels de petites copropriétés qui n'arrivent pas à trouver de syndic. Voilà. Et donc là, oui, c'est évident que 3 lots dans un petit immeuble, trouver un syndic, chez nous, c'est quasi mission impossible. Hein. C'est peut-être pas vrai partout, mais chez nous, c'est quasi impossible. Et c'est vrai qu'une partie non négligeable de nos adhérents sont justement des syndics non professionnels, très honnêtement, qu'on tient à bout de bras. Ou qu'on est obligé sans arrêt de leur dire « attendez, faites pas comme ça, parce que c'est absolument pas régulier ce que vous faites ». Donc il faut vraiment une formation réelle et précise des syndics non professionnels pour ne pas être hors course, hein. Et puis surtout une bonne assurance, parce que s'ils font des bêtises, ils sont... Donc non, moi je n'y crois pas du tout à la demande en masse de passage d'un syndic professionnel à un syndic non professionnel. Alors, l'autogestion, bon, moi personnellement, c'est pas que j'y crois pas, ça existe, mais ça n'explosera jamais. En revanche, on peut peut-être parler plus de co-gestion entre le conseil syndical et le syndic. Car effectivement, le conseil syndical peut s'impliquer de plus en plus, et notamment avec l'extranet et l'accès aux documents en permanence, s'impliquer, s'intéresser, en tout cas il a les outils pour, de plus en plus à la vie de l'immeuble. Alors,
c'est vrai que le syndic tout-puissant, c'est fini cette période. Il ne faudrait pas basculer à l'autre extrême sur le conseil syndical tout-puissant. Il faut rester sur un équilibre. Cet équilibre, je l'appelle cogestion, mais ça n'a rien de juridique. Hein. Quand je parle de cogestion, je parle vraiment de mode d'organisation. Personnellement, c'est ce que je pratique sur un certain nombre d'immeubles avec un président de conseil syndical très investi qui est là depuis longtemps. Quelque part, on est un peu en mode cogestion. Et d'ailleurs, je lui dis, je n'augmenterai pas mes honoraires puisque vu le travail que vous fournissez pour nous. Donc c'est un vrai binôme, c'est un couple, qui doit effectivement s'entendre parfaitement, c'est une symbiose. Et de ce point de vue-là, on peut peut-être parler plus de cogestion. Est-ce que la période Covid est responsable de ce nouveau phénomène ? Peut-être un petit peu, mais on l'avait déjà observé quand même avant. Hein, la montée en puissance du conseil syndical, hein, depuis la loi chez Bonne Maison, je crois, hein, de 85, on sent cette montée en puissance du conseil syndical. Et je répète, je mets en garde, il ne faut pas qu'on bascule dans un conseil syndical non plus tout puissant. Le syndic n'est pas le secrétaire du conseil syndical. Hein. Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. Bon, on peut ergoter sur ces deux mots, qu'est-ce que assister, qu'est-ce que contrôler, mais il y a quand même un équilibre à préserver. Donc autogestion, non, enfin pas de croissance de l'autogestion pendant cette période, un frémissement de la cogestion avec une implication plus forte du conseil syndical, pourquoi pas, on pourrait dire oui. En tout cas, c'est ce que souhaite le législateur, parce que dans le monde d'après-Élan, je rappelle que le conseil syndical peut avoir un pouvoir, là on est vraiment pas sur de la cogestion, puisqu'il peut avoir les pouvoirs de l'Assemblée votant à l'article 24, si l'Assemblée lui délègue, à part le budget et l'approbation des comptes. Donc alors, on est déjà dedans. Alors, je n'ai pas fait encore de sondage sur cette question, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'assemblées générales qui aient voté la nouvelle super délégation, on va l'appeler comme ça, parce que la délégation existait déjà quand même, hein, c'était l'article 25 petit a, la super délégation avec une grosse enveloppe qui serait à disposition du conseil syndical pour refaire la cage d'escalier, puisque c'est de l'article 24. Je n'ai pas l'impression que ça se vote beaucoup en assemblée générale. La confiance des copropriétaires dans leur conseil syndical a quand même des limites. Et bon, on n'a pas de recul encore, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ce soit... J'ai pas la même vision que toi, parce que justement, dans des copropriétés qui fonctionnent bien, et une copropriété qui fonctionne bien, on sait très bien ce que c'est. C'est quand il y a une confiance totale ou quasi totale entre les copropriétaires et le conseil syndical et le syndic et les copropriétaires. Et quand ce triangle amoureux, j'exagère, est vraiment présent, la nouvelle délégation Élan, n'est qu'une entérination juridique de ce qui se passait dans la réalité. Oui, mais alors quels sont les montants ? Parce que la délégation jusqu'à 2 000, 3 000 euros, ça on a toujours fait, ça continue. Non, des délégations importantes. Moi, j'en vois beaucoup dans mon portefeuille. Il y en a déjà une vingtaine sur 150 immeubles. Des délégations qui vont jusqu'à 20% du budget prévisionnel. Confiance aveugle. Voilà. C'est mais beau. Je dirais, ce n'est qu'un outil pour entériner juridiquement un fonctionnement qui était déjà un peu de fait, mais qui était au coup par coup. C'est la décision qu'on a toute prise, quand il n'y a pas de devis ou quand les copropriétaires ne savent pas trop que choisir, délégation au conseil syndical de choisir celui qui repeindra la cage d'escalier dans un budget de 15 000 euros. Bon, mais sauf que c'est ça, mais de manière un petit peu plus globale, fait pour un temps donné, pour 2 ans. Et moi, je pense que c'est un outil qui répond très très bien à la demande présente dans certaines copropriétés, celle qui fonctionne le mieux. Alors simplement sur la délégation ou la super délégation, comme ça a pu être appelé, on rappelle qu'il y a 2 mécanismes qui coexistent. Le mécanisme que tu as cité, qui est celui du 25, et qui permet une délégation précise sur un point donné, et le nouveau mécanisme de l'article 21.1, article nouveau. Est-ce que vous souhaitez en parler de cette nouvelle délégation ? Est-ce que vous l'avez vu pratiquer ?
Alors, je ne l'ai pas encore vu pratiquer. Et effectivement, je ne sais pas si les copropriétaires se sont saisis de cette nouvelle possibilité. Effectivement, c'est une délégation très large, importante. Moi, la question que je me posais sur cette délégation, c'est comment se passera l'exercice de cette délégation? Donc, effectivement, le conseil syndical va pouvoir choisir les entreprises, enfin, dans le cadre parfois de budgets importants, prendre des décisions qui qui seraient susceptibles d'engager la responsabilité du syndic professionnel. Donc, est-ce que le syndic gardera peut-être un contrôle de ce que le conseil syndical pourra décider dans le cadre de sa délégation? Voilà. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver... Bon, alors... Le syndic devra, pour moi, être le garant de l'application des conditions édictées par la loi, c'est-à-dire la durée du mandat, les votes. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des PV de conseils syndicaux, mais ils seront des vrais procès-verbaux au sens juridique du terme, et non plus des comptes rendus qu'on appelle procès-verbaux. Et le syndic va également être le garant il va quand même continuer à avoir la tenue comptable. Hein, c'est quand même lui qui a la signature. Le conseil syndical n'aura pas la signature sur les virements. Et il va être également garant de bien faire respecter le fait que le conseil syndical devra rendre compte de cette délégation particulière en la faisant approuver. Alors après, il y a toute la part de pratique, parce que la loi n'a pas donné tout le mode d'emploi. La pratique va également le faire sortir. Mais le syndic va avoir, à mon avis, là, un rôle induit de contrôle du respect des dispositions légales du texte, sur la durée, sur les modalités, sur le vote des décisions du conseil syndical. Et juste une précision pour clore sur ce sujet, parce qu'il nous reste quelques instants, j'ai une dernière question pour faire un tour de table. Mais la délégation de l'article 21.1, elle s'opère en deux parties, si on peut dire. Une délégation sur des sommes qui correspondent au budget prévisionnel, avec l'engagement de décisions, mais qui correspondent à l'entretien courant, et des décisions plus spécifiques, au cas par cas, sur les travaux. Et là, on a un budget qui doit être voté par type de travaux qui peut être engagé. Donc il faut bien distinguer les deux. Et après, il faut effectivement que l'Assemblée générale ou que le règlement de copropriété ait prévu les modalités de prise de décision du conseil syndical pour que ce soit parfaitement valable et éviter des contestations postérieures sur la décision du conseil. Mais j'avais une dernière question. Maintenant, on va sortir tout à fait du Covid. On a vu beaucoup de choses, du Covid, du post-Covid, avec l'élan et avec ce qui reste finalement de ce qui a été découvert pendant la période Covid. Mais demain, on va sortir de cette crise sanitaire et on va être dans la crise environnementale. On va être confronté à cette nouvelle crise et on a une loi, la loi climat, qui a de nombreuses incidences sur le droit de la copropriété avec des obligations très fortes de rénovation qui vont peser sur les syndicats de copropriétaires et donc sur le portefeuille des copropriétaires. Est-ce qu'au sortir de la crise sanitaire, les syndics sont prêts? Sont-ils prêts? Est-ce que les copropriétaires sont prêts à prendre les décisions, notamment de travaux qu'ils n'ont pas envisagés précédemment, d'engager les diagnostics, notamment le diagnostic de performance énergétique, qui est devenu obligatoire, puis la décision d'engager le projet de plan pluriannuel de travaux, puis le plan pluriannuel de travaux et les travaux qui vont avec, pour permettre la rénovation énergétique et permettre aux bailleurs de continuer de louer à échéance 2025-2028. Alors, je ne sais pas, peut-être David Rodriguez pour commencer, après je passerai la parole. Est-ce qu'ils sont prêts? En fin de compte, la mesure parle d'elle-même et montre que les copropriétaires ne sont pas prêts. Enfin, l'ensemble, le monde de la copropriété n'est pas prêt. Pourquoi? Ne serait-ce que le fonds de travaux, qui résulte de la loi Allure et pas de la loi environnementale, mais pas de la loi climat. Mais avant, on avait ces fameuses provisions spéciales qui étaient facultatives. La provision spéciale, l'article 18, mais le syndic avait l'obligation tous les 3 ans d'inscrire une question à l'ordre du jour pour les travaux qui étaient futurs, envisageables, voire envisagés, mais qui n'étaient pas encore certains. La chaudière à 20 ans, peu de chances qu'elle dure encore 20 ans, donc il faudra peut-être penser à la remplacer. Les copropriétaires ne les votaient pas. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a rendu obligatoire en quelque sorte ces provisions et on a créé le fonds de travaux, à ceci près qu'avant les provisions spéciales, c'était remboursable en cas de vente, tandis que fonds de travaux, la cotisation n'est pas portable et c'est perdu pour le vendeur. Bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, on a aussi les travaux. Faut-il aller sur l'aspect obligatoire ou non des travaux, au-delà de l'aspect constitutionnel et sur l'atteinte ou non au droit de propriété? On n'est pas allé jusque-là, mais on a quand même un peu mis, le législateur a mis un peu le doigt dedans, à savoir avec la notion de travaux embarqués. Donc, on n'oblige pas les copropriétaires à faire des travaux, mais en même temps, quand vous faites le ravalement, on va vous obliger quand même à mettre 10 cm d'isolant dessus, ou quand vous refaites la toiture, ou lorsque vous remplacez votre chaudière. Donc ça montrait bien qu'il n'y avait pas de volonté. Alors, il y a
tout un tas de contextes économiques, socio-économiques, qui peuvent justifier l'absence de réalisation de ces travaux. Mais il n'empêche que toutes les mesures, obligation de faire un diagnostic de performance énergétique, puis après de faire un audit énergétique dans certains cas, puis finalement un diagnostic technique global, et puis maintenant non, on refait tout avec plan pluriannuel de travaux. Plan pluriannuel de travaux, ça fait des années qu'on en parle. Combien de copropriétés l'ont vraiment mis en place? Donc c'est vrai qu'il y a, que ce soit par défaut d'appétence, que ce soit par manque de trésorerie, par défaut de vision, partagée aussi bien par les copropriétaires que les conseillers syndicaux ou le syndic. On parle de ce triptyque, donc de fait, c'est aussi une responsabilité partagée entre ces trois membres. Est-ce qu'ils sont prêts? Je ne suis pas certain. En tout cas, il va falloir faire preuve d'énormément de pédagogie pour dire que maintenant, on a un texte qui va leur imposer la réalisation de ce diagnostic, de débattre sur un plan pluriannuel de travaux, avec en quelque sorte une guerre d'usure, parce que le plan pluriannuel de travaux devra être soumis à l'Assemblée générale à chaque fois, à chaque AG, jusqu'à ce qu'il soit finalement adopté. Donc après, toute la problématique va être comment est-ce qu'on incite les copropriétaires à réaliser ces travaux. Et je ne suis pas certain que l'aspect verdissement et dire que c'est bon pour la planète soit très efficace. Je veux dire, après, il faut taper au porte-monnaie et dire que non, effectivement, on est là pour améliorer, valoriser le patrimoine. Donc quand même, c'est notre bien. Donc on a fait un achat qui peut être important dans certaines zones géographiques, donc on ne veut pas forcément qu'il se dépérisse. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'amélioration du confort. Donc on a vraiment, à mon sens, ces deux points sur lesquels il faut jouer pour inciter, au-delà du caractère obligatoire, encore plus les copropriétaires à agir. Alors effectivement, je pense que les copropriétaires, même s'ils ont de bonnes intentions et sont conscients, soucieux du problème climatique, vont avoir du mal à voter ces dépenses qui d'ailleurs ont été reportées. Enfin, beaucoup de dépenses ont déjà été reportées pendant la période Covid. Et là, très vite, on va embrayer sur les dépenses de rénovation énergétique. Il y a un point quand même qui va peut-être les contraindre, en tout cas faire basculer certaines majorités, c'est la question de l'intégration de la performance énergétique dans le critère du logement décent qui rentre, je crois, en vigueur en janvier 2023. Enfin, ça va arriver très vite. Et là, au sein des copropriétés, en tout cas dans lesquelles on trouve beaucoup de bailleurs, il va y avoir sans doute une grosse pression pour avancer sur ces sujets. Ça et l'intégration, on a parlé ce matin dans les tables rondes, enfin dans les conférences, également l'intégration du plan pluriannuel de travaux dans le compromis de vente, qui va être un facteur de négociation assez important. Comment on devient un syndic vert? Bon, les travaux d'économie d'énergie, bon, moi ça fait 18 ans que je suis syndic, ça fait 18 ans que j'en entends parler et ça fait 18 ans que je ne les vois pas. Les copropriétaires doivent d'abord faire des travaux tout court. Et c'est à l'occasion de ces travaux qu'on fait une petite isolation sur la façade, si c'est possible, d'un point de vue technique, architectural. C'est parce qu'on remplace la vieille chaudière qui de toute façon est morte et qu'on a rincé jusqu'au bout qu'on va acheter une chaudière à haut rendement. À ce moment-là, oui, allez, on va mettre 10 000 balles de plus pour des économies d'énergie, mais surtout pour faire une économie sur la facture de fuel et pas pour la planète. Hein. C'est un peu utopiste. Hein. C'est pour se donner bonne conscience. Donc je préfère qu'on parle de travaux de rénovation tout court plutôt que de travaux de rénovation, de travaux d'économie d'énergie, parce que c'est à l'occasion des travaux de rénovation qu'on fait des travaux d'économie d'énergie. Il faut faire les choses dans l'ordre. Alors le plan pluriannuel de travaux, c'est bien. Les syndics et les architectes de copropriété le faisaient déjà depuis 40 ans. Sauf que c'était pas obligatoire, hein, on le faisait en bon père de famille, en bon gestionnaire. L'architecte de l'immeuble, qui bien souvent avait un contrat à l'année d'ailleurs sur certaines copropriétés, parfois c'était même la même personne, hein, le syndic qui était lui-même architecte, enfin l'architecte qui était devenu syndic. On faisait déjà ces... on l'appelle l'audit technique de l'immeuble, visite de l'immeuble, enfin il n'y avait pas de nom particulier, avec en conclusion des préconisations de travaux, un échéancier et une idée du budget. C'était présenté, ça l'est toujours, hein, présenté en assemblée générale. Bon, souvent c'est on l'adopte, enfin l'adopter, on sait très bien que pour une exigibilité sur le plan juridique, il faut voter les travaux eux-mêmes. Hein. Adopter un plan n'engage en rien.
Et bien souvent, ils prennent acte, enfin ils adoptent le plan. Oui, adopter un plan, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais l'année d'après, alors la première année, le premier AG, ils exécutent généralement les premiers travaux qui ont été préconisés, et puis ça s'étiole au fur et à mesure du temps qui passe. Et au bout de 2 ans, 3 ans, le diagnostic, il est dans un placard, dans un tiroir, il a disparu, plus personne n'en parle. Donc en fait, devant nous, la crise se profile et ce sera la crise environnementale. Je pense qu'il y a des... En un mot, par contre. Pour inciter les copropriétaires à voter des travaux, il y a plein d'outils. D'abord, c'est le mur de l'argent. Hein. C'est parce que ça coûte cher qu'on ne fait pas les travaux. À l'époque, la TVA sur les travaux était à 5,5 sur tous les travaux. Elle est passée à 7 et très rapidement à 10. Donc sur des travaux à plusieurs centaines de milliers d'euros, ça fait une grosse différence, la TVA. Donc si on ramenait la TVA à 5,5, déjà, ce serait pas mal. Après, le fonds travaux, moi je suis partisan pour qu'il soit remboursable, parce que clairement, les copropriétaires en Assemblée Générale, s'ils ne votent pas plus que 5%, s'ils ne votent pas plus que 5%, ils le disent, hein, ils nous le disent tous les soirs. C'est parce qu'ils savent qu'en cas de vente, ils ne récupéreront pas leur mise, et vas-y pour négocier avec l'acheteur. En plus, aujourd'hui, le taux d'occupation dans un immeuble est assez court. On parle de 7 ans. Hein. On ne se projette pas au long terme sur un immeuble, notamment les nouvelles générations qui ont un peu plus la bougeotte. Et clairement, alors je ne parle même pas des primo-accédants qui viennent d'acheter et qui sont là au niveau du budget et qui ne peuvent plus rien payer. Mais quand on ne se projette pas dans un immeuble au-delà de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne va pas faire de grands travaux qui vont être amortis justement sur cette durée, et le copropriétaire se dit c'est moi qui vais payer et c'est mon successeur qui va en profiter. Difficile de le mettre dans le prix, dans le prix de son appartement. La pédagogie des syndics va donc être très importante pour la suite, pour les copropriétaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ce débat. Il y a peut-être des questions dans la salle. Eh bien, nous allons pouvoir conclure. Le dernier mot pour Jean-Marc. Merci beaucoup, merci à tous. C'était à la fois un bilan et puis ensuite les perspectives de l'après-Covid. Donc c'était une façon aussi de faire le lien entre le passé, le présent et puis ce qui va nous attendre. Merci à tous pour avoir participé à ce débat, pour vous être déplacés et pour avoir vraiment préparé cette intervention de façon parfaite. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis également en visioconférence. On vous souhaite une très bonne soirée. Et puis pour ceux qui assisteront aux travaux de demain, je leur souhaite une bonne soirée et à demain. Bonsoir.